Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et je tiens à remercier les auditeurs et ceux qui sont venus nous voir. Et nous avons agrandi les pièces, n'est-ce pas? Il y a une pièce supplémentaire avec une grande TV où tout le monde peut nous voir interviewer. Et nous avons la surprise aujourd'hui d'avoir une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Nathalie Nico. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Nathalie. Bienvenue Merci. dans le groupe. Je pense que tu vas rester un certain temps. Et tu adores rire et tu es vraiment, on t'a pris parce que vraiment tu es joviale, solaire, vraiment. Merci. Vraiment. Hélène, ma chérie. Salut Myriam. Bon, alors je suis très contente de te voir. Moi aussi. Très très contente de te voir. C'est un plaisir à chaque fois quand tu es parmi nous, comme les autres chroniqueuses, parce que c'est toutes sympathiques. On peut que leur rendre hommage d'être avec nous. Ça fait quand même quelques années maintenant. Hein. Ça passe, le temps passe. 4 ans quand même. 4 ans. 4 ans. Comment on peut imaginer 4 ans? Ouais. Et voilà, on a fait 4 ans juste là. Je voulais aussi remercier toute la régie à nouveau parce que on va pas le faire sans arrêt. Hein, et on pourra pas. Philippe, le caméraman, Nico, l'ingénieur du son, et Mitch qui il peut digérer, hein, qui dirige le plateau et il voit s'il y a une petite bêtise de fait, mais c'est très très rare, mis à part le mot digérer. Mais il peut. Voilà. Alors Hélène, tu nous as invité une personne que j'ai vue tout à l'heure, que j'ai rencontrée, très souriante, agréable. Tu vas nous parler d'elle? Alors, c'est Simone. Bienvenue Simone. Alors, ton nom de famille, comment tu le prononces? Alors, c'est Pennyworth. C'est quelle origine? Alors, en fait, c'est américain, c'est un pseudonyme, puisque je suis auteur et du coup, j'ai pris un pseudonyme. D'accord, ok. Et c'est le nom du majordome de Batman. Ah, d'accord, le majordome de Batman. Ok, Voilà. Bonne idée. Donc, tu es écrivaine. Comme je dirais tous les écrivains, je pense, toutes les personnes qui aiment écrire, tu écris un petit peu depuis tout le temps. Tu es maman. Tu as eu un doctorat en histoire du droit. C'est ça. Et puis, ton but quand même, c'est d'écrire. Voilà, si tu pouvais ne faire qu'écrire, tu le ferais. Comment t'aurais envie de te présenter? Non, c'est déjà bien. Ouais. Non, oui, j'écris depuis que j'ai 15 ans. Donc, mais après, l'idée de faire que ça toute la journée, ça m'est venu tard. Donc, voilà. Mais oui, si je pouvais être dans ma grotte et écrire toute la journée, ça serait... Le fait de rester seule, parce que c'est un travail très solitaire, c'est pas quelque chose qui peut te bloquer ou te... Non, parce qu'en fait, écrire, c'est pas spécialement solitaire. On est, sur les réseaux sociaux, on est des tas d'auteurs qui on se met ensemble. Du coup, on écrit ensemble, on se passe des idées, on échange. Donc tu fais peut-être aussi des ateliers ou des oui, voilà, ou... ça peut arriver aussi qu'on intervienne sur ce genre de choses. C'est incroyable la fusion maintenant des réseaux sociaux et des relations virtuelles et des relations réelles. On est dans les deux sont un liés univers de plus en plus. Qui se lient énormément. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que mes copines auteurs que j'ai sur Internet, j'ai l'impression que c'est mes collègues, je les vois. Enfin, je leur parle tous les jours, je les vois pas, mais je leur parle tous les jours. Donc, Et ça, c'est super important pour te soutenir dans ton travail, parce que je suppose que même si c'est ta passion, quand tu es toute seule devant ta feuille ou ton ordi, faut y aller parfois. Bah oui, il y a des fois on n'a pas envie. Parfois ça roule et voilà, il y a des fois on bute un petit peu, on a besoin de motivation, on doute parce que voilà, est-ce que ce que j'écris c'est bien et c'est jamais assez bien donc. Non, parce que faut faire très attention. Hein. On continue, on recommence, on revoit, on recommence, on revoit, et finalement on n'arrive pas à lâcher. Ah bah non, oui, c'est compliqué de lâcher, surtout quand on est sur un roman ou quelque chose. On a envie de finir, donc... Quel type d'écriture tu as? Comment tu peux décrire ton écriture et quel style de livre tu écris? Alors, moi, j'essaye d'avoir une écriture assez fluide, sans trop de description, d'être toujours dans l'action, d'avoir... de pas ennuyer le lecteur et des longueurs sur la couleur de la chaise. Donc, du coup, je fais des livres assez qui se lisent vite. Parce que, direct, des livres directs. C'est ça, un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai un style assez fluide. Donc, quand j'écris, il faut que ça soit
faut que ça soit rapide, quoi. Et quel type de littérature tu fais? Tu m'as dit que tu en faisais plus, tu évoluais dans plusieurs types d'écriture. J'écris de la fantasy, donc de l'urban fantasy, donc c'est de la fantasy dans notre monde contemporain. Et j'écris de la romance et puis du thriller politique. Bon, j'écris plus de la romance ces dernières années parce que voilà. Ouais. Mais, Et c'est une envie d'écrire ces trois styles, en fait, d'aller vers ces trois styles, ou ça s'est fait en fait certainement naturellement, en fait? Ouais, ça s'est fait naturellement parce qu'il y avait des personnages que je voulais exploiter, des thèmes que je voulais aborder. Et, D'accord. En fantasy, on ne peut pas aborder les mêmes thèmes qu'en romance. Voilà, donc j'ai changé pour D'accord. ça. Et du coup, quand es-tu passé, parce que là on va parler d'un de tes livres importants, enfin tout est important, mais on va faire un focus, c'est quand que tu as commencé à te faire éditer? Alors peut-être tu es passé par l'auto-édition ou... Alors moi je suis passée par l'auto-édition, j'ai 2 romans qui sont édités chez 404, qui est une petite maison d'édition parisienne. Ok. Et du coup, voilà, je m'auto-édite sur d'autres titres. J'aime bien pouvoir tout faire. Ouais. Euh, Tu maîtrises tout de A à Z. Voilà, c'est ça. Je maîtrise la couverture, la conception, la mise en page, l'histoire. Ça tu gères, c'est pas trop, ça c'est pas évident. Je délègue beaucoup. Ah d'accord, ok. Suivant le cas. Enfin, Ok. Là, sur celui-là, c'est des beaux livres. Du coup, Ouais. j'ai délégué un certain nombre de choses, sauf l'histoire. Parce que... Mais c'est toi-même qui va voir l'imprimeur. Alors c'est ça, sur celui-là, oui, sur l'intégrale de Muffin et Majesté. Il est gros, hein. Voilà, il est très beau. Il est gros et c'est vrai c'est pas moi qui fais la couverture, c'est une copine à moi, Ça fait Jennifer un peu Diner. 3D, hein, la couronne. Et en fait, voilà, c'est ça, on a mis du vernis sélectif parce que je voulais quelque chose d'assez joli. Mhm. Et c'est une jaquette, si on enlève, en fait, il y a de la dorure en dessous Ah oui. Ouais, il est pour canon. donner un effet, Parce que c'est vrai que sympa. Ouais. Tu disais que dans l'auto-édition, on pouvait avoir parfois l'impression que c'était, comment dire, enfin, Ouais, un que peu. ça faisait pas forcément des beaux livres, des C'est beaux ça. objets, parce que c'est l'auto-édition, peut-être pas assez d'argent et tout ça. C'est Et ça. toi, tu as réussi quand même à faire aussi un bel objet. En fait, c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'en auto-édition, on peut trouver des beaux livres. Enfin, moi, j'ai fait celui-là, mais Jennifer, elle en fait des très beaux aussi. Enfin, j'ai plein de copines qui font des choses magnifiques, Ouais. mais qui pâtissent de la réputation de l'auto-édition qui est Ouais, c'est c'est pas des professionnels. Alors que, non, en fait, on est capable. Le problème de l'auto-édition, c'est une merveilleuse idée. Sauf que en tant qu'auto-éditeur, on n'est pas très bien vu par la presse et tout ça. Oui, même quand tu veux mettre ton livre à la Sorampe et tout, c'est difficile, ou tu as peut-être dans ton quartier, Ouais. c'est pas national. tu vas dans les petites La librairies. distribution, la Voilà. distribution est difficile, les libraires nous font très peu confiance parce que, évidemment, entre guillemets, la maison d'édition, ça rassure parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vérifié, etc. Alors qu'en fait, il y a des maisons d'édition qui le font très bien, il y a des maisons d'édition qui le font très mal, il y a des auto-édités qui sont très professionnels et il y en a d'autres qui sont très... Est-ce que tu Voilà. négocies Il y a tout, quoi. les tarifs? Alors, non, enfin, de manière générale, non. Pour les graphistes, enfin, pour les gens qui interviennent. Non, pour l'imprimeur. Pour l'imprimeur. Ah non, l'imprimeur, non, C'est plus je intéressant. suis pas encore... Non, enfin, eux, ils ont des grilles de prix et en fait, eux, ils sont aussi contraints par le prix du papier, le prix de Montre-nous etc. ton livre. Alors, parce que Celui-là du coup, Ou celui-là, parce que les celui-là, deux, c'est un peu différent. en fait, c'est deux livres. Ouais, c'est On un va peu les différent. poser après. Ton livre, le bouquin, le roman, c'est c'est Muffin celui-là. et Majesté. Voilà, donc de Simone Pennyworth. C'est ça. Voilà, Muffin et Majesté. Donc ça, c'est le roman. Ça, c'est le roman. C'est une romance entre une pâtissière ronde et un prince. Donc ça va aborder les thèmes de la grossophobie, de Des de la étiquettes, couronne, de l'étiquette, etc. C'est un livre pour adultes ou ça peut C'est être un livre aussi pour adultes. adolescents? Non, c'est un livre pour adultes. Quand même adulte. Ouais, il y a des scènes un peu... Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est ça, c'est pour adultes. Et à côté, j'ai collaboré avec un pâtissier pour écrire les recettes que C'est Martina... C'est une super idée. Moi, quand tu m'as dit Ouais. ça, je me suis dit franchement. Donc, tu as un livre de recettes qui va avec le livre. qui va avec, voilà, c'est ça. On peut l'acheter ensemble ou pas, hein, c'est pas obligatoire. Alors pour l'instant, Si. on les achète ensemble. D'accord. Alors celui-là, vous pouvez le trouver sur Amazon, mais du coup, il sera pas dédicacé, il sera tout seul. Ok. Parce que Amazon est mon imprimeur, donc pour celui-là. Ok. Pour celui-là, non, vous pouvez le trouver qu'en me contactant. Mais pour celui-là, c'est uniquement sur Amazon D'accord. ou par chez moi. Et dans ce cas-là, il sera dédicacé, il sera avec celui-là.
D'accord. Ce sera un package. Et du coup, dans le roman, le gros livre là noir, tu as mis l'intégrale puisqu'il y a plusieurs, il y a 2 tomes C'est ça. dans l'histoire. Tu as intégré aussi une petite nouvelle que tu avais envie de présenter au public. Oui. Voilà, pour qu'elle soit. C'est ça. Il y avait en fait, c'est une nouvelle que j'avais envoyée à mes abonnés à la newsletter, et parce que j'ai une newsletter. Et du coup, pour les remercier, je l'avais fait cette petite nouvelle, et je me suis dit que ça serait bien de la mettre dans l'intégrale. Donc, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui aimeraient découvrir ce que tu fais et peut-être faire les recettes, voilà. Découvrir aussi les recettes que tu as. Sur les réseaux partagées. sociaux, sur Instagram ou sur Facebook avec pas de site. mon nom. J'ai un site internet slpennyworth.com. SL Pennyworth. Pennyworth. Voilà, Pennyworth comme le majordome de Batman du coup. Voilà, Et, le majordome de Pennyworth. Batman, donc vous irez regarder. Voilà. Ouais, Et, bonne idée. Et du coup, il Ok. y a tout dessus. Super. En Voilà. tout cas, je te félicite pour Pour ce travail. ce Merci. travail. Bravo. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors maintenant, ça va être tout autour de cette chère Nathalie. Et tu pourrais peut-être nous dire, nous chanter la bienvenue aux auditeurs. Bonjour, 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 sur le studio de Love Sisters. Toujours la petite note guillerette. Alors Nathalie, tu as Une quelque invitée. chose de très un prénom succulent. Cerise. Et c'est tellement bon la cerise. Griotte en plus. Elle vous expliquera tout à l'heure. Alors, Cerise, elle est conteuse. Elle est conteuse après un master 1 en lettres modernes, un master 2 en espagnol, un CAPES en espagnol, une licence en éthologie. Elle enseignera durant 4 années au collège Joffre à Montpellier, dans la discipline donc de professeur d'espagnol. Et elle a depuis toujours cette vocation de conteuse. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle souhaite en faire son métier. Alors, Cerise, vous allez nous expliquer pourquoi et depuis combien d'années vous avez envie de conter. Ah, ça fait très longtemps que j'ai envie de conter. Ça fait plus d'une dizaine d'années. J'ai toujours été intéressée par le conte depuis toute petite parce que je racontais des histoires. J'avais 2 ans que j'illustrais et que maman recopiait sur des petits cahiers. Et que vous illustrez déjà, vous dessinez. Oui, que j'illustrais déjà. Alors, c'est des histoires de petites filles, hein, mais petit à Bien petit, sûr. ça s'est développé et j'ai commencé à aborder des thèmes plus variés. Et aujourd'hui, vous écrivez tous vos contes, vous choisissez vos thèmes. Et aujourd'hui, quels sont les messages que vous voulez faire passer? Parce que je crois que vous avez des messages à faire passer dans vos contes. Oui, effectivement, j'ai des messages à faire passer. Par exemple, je travaille sur le thème de la différence parce que ça me tient à cœur. Différence identitaire, différence sexuelle, différence religieuse, différence psychologique. Parce que je crois que dans cette différence, vous en avez souffert vous-même enfant. Et aujourd'hui, vous voulez donc par le conte, par le biais du conte. Et on pourra dire aussi qu'il y a 12 ans, vous avez eu ce burn-out dont on parle beaucoup aujourd'hui et que vous êtes suivi donc médicalement en psychiatrie et que vous avez le courage aujourd'hui et cette force d'être sur scène et de venir et d'avoir la gentillesse d'accepter d'être sur ce plateau de Love Sisters puisque c'est votre première aussi. Comme pour moi d'ailleurs. Et je vous remercie parce que vous allez nous parler de ce message. Et je crois que vous avez créé il y a pas très longtemps, au mois de novembre dernier, cette association L'Oiseau Vert. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, c'est une association qui a pour but d'intégrer les artistes handicapés aux artistes non handicapés au travers de projets artistiques variés dans le but de les professionnaliser. Donc d'assurer leur formation, de leur permettre d'acheter tout ce qui est nécessaire au spectacle et de les préparer à la professionnalisation. C'est une très grande ambition, c'est très beau. Et je crois que vous êtes la présidente. Effectivement, j'en suis la présidente. Madame la présidente. Eh bien, nous allons vous écouter, Madame la présidente Cerise, dans ce joli petit conte que vous avez écrit et qui s'appelle Cerise, la conteuse griotte.
Nous Juste une l'écoutons. question, c'est à destination des enfants ou des adultes ou c'est quoi votre public? Je raconte pour tous les publics, que ce D'accord. soit les adultes, surtout les adultes, les personnes âgées et les enfants. D'accord. Eh bien, nous vous écoutons. Il était une fois une cerise. Ce n'était pas une cerise ordinaire. Elle était certes née d'un cerisier, mais elle restait accrochée à son arbre. Et chaque année qui passait, elle devenait de plus en plus grosse et de plus en plus rouge. Et les autres cerises autour lui demandaient « Mais comment ça se fait que tu es aussi grosse ? Comment ça se fait que tu es aussi rouge ? » Oh là là, je suis là il y a bien des temps. Si vous voulez, je peux vous raconter comment vous êtes nés, comment vous avez poussé et ce que vous allez devenir. Oh oui, raconte-nous comment nous sommes nés, comment nous avons grandi et ce que nous allons devenir. Voilà, vous êtes nés bourgeons, vous êtes devenus des fleurs, vous êtes devenus des cerises et vous allez mûrir et bientôt être mangés. Comment ça manger ? Mais toi, tu ne vas pas être mangé ? Non, moi je suis destinée à raconter des histoires. Et on venait du monde entier pour admirer ce phénomène de la nature. Et chaque année c'était pareil. Chaque année notre cerise racontait aux autres cerises leur naissance, leur croissance et leur devenir. On dit qu'un jour, notre cerise tomba de l'arbre et qu'elle continua à raconter les histoires dont elle avait été témoin, les splendeurs de la nature qu'elle avait vécues. C'est comme ça que notre cerise devint griotte, c'est-à-dire conteuse, et que ces histoires se répandirent dans le monde et qu'elles arrivèrent jusqu'à nos oreilles et qu'elles nous font encore rêver aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette jolie petite cerise griotte. Merci. Et peut-être vous allez nous expliquer le mot de griotte, parce que nous on pense à la griotte, la cerise, mais ça veut dire autre chose. Oui, un griot, c'est un conteur en Afrique. Et donc, une griotte, c'est une conteuse. Voilà, tout Alors, simplement. Lorsque tu parles de la différence à Burnout, effectivement, bon, ça c'est pas reconnu depuis longtemps, je crois. 4-5 ans, non 6 ans peut-être, un petit peu. Le burn-out ? Ouais. Franchement, On je n'en sais parlait pas, en fait. On en parle beaucoup maintenant. On parle même d'autres types de Ouais, burn-out, ouais. brown-out. Je sais pas, Oui. je sais plus en anglais, mais Pathologie, oui. peut-être un peu plus longtemps quand même. Ah, pas Mais il y a 12 ans, c'était quand même... 12 ans, c'était non, méconnu. on n'en parlait pas. C'était méconnu. Il y a On parlait 12 de ans. dépression, en fait. Tu as dû avoir des problèmes lorsque tu as fait le burn-out. Oui, tout à fait, d'incompréhension de la part des autres qui me disaient que c'était de la paresse, que c'était un manque de volonté, que... Parce que quand même, quand on a 2 licences, quand on a un CAPES et quand on est professeur, on quitte pas une place comme ça. Donc, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ça, il faut l'entendre aussi. Mais aussi, c'est pour mieux rebondir. Oui, tout à fait, Puisque, oui. Parfois, c'est utile aussi. Hein. Voilà. C'est souvent une raison, en fait. Mais Hein. c'est long le burn-out. Bien Très sûr. long Eh bien, en fait, aujourd'hui, Cerise est toujours suivie en psychiatrie. Mais elle avance drôlement. Et alors, je voudrais que vous nous parliez de... nous sommes rencontrés sur Octobre Rose et avec Anne, la pianiste que nous aurons tout à l'heure, nous avons soutenu dans ses contes pour Octobre Rose avec par la voix et par la mélodie. On sait pourquoi ça vous touche, cette cause, puisque vous avez été vous-même opéré quelques semaines avant cette date du mois de novembre d'un cancer du sein et que vous avez commencé donc cette chimiothérapie, radiothérapie et avec une force et un courage incroyable, vous avez souhaité être sur scène. Est-ce que vous pouvez nous parler d'aujourd'hui, le fait d'avoir ce cancer et d'être donc soigné?
l'importance de cet Octobre Rose? Octobre Rose, ça a été pour moi l'occasion de faire passer un message à toutes les femmes. Un message d'abord de l'importance du dépistage, parce que moi je ne l'ai pas fait assez tôt. Et aussi l'importance du soutien qu'on peut avoir dans ces moments difficiles, de l'accompagnement et un message d'espoir, quoi, finalement. Bien sûr, parce que effectivement, quand vous avez vous avez appris cette maladie, elle était déjà en stade avancé, et pour vous, ça a été un gros choc. Mais ce choc, vous en avez vécu d'autres aussi, et vous avez su rebondir. Et là, ce rebond, cette niaque, comme on dit, vous l'avez prise où? Où est-ce que vous avez c'est vos contes? Oui, c'est mes contes qui me portent, qui me donnent l'envie d'avancer et qui me donnent l'imaginaire, qui me donnent la passion, qui me donnent le rêve, qui me donnent toutes sortes de choses qui m'aident à rebondir. Alors, vous avez aussi écrit pour des contes pour enfants et que vous avez vous-même illustré. Alors, quelle est la place du dessin aujourd'hui, puisque vous êtes plus conteuse que dessinatrice, et puis de ce recueil de poésie Rupture que vous avez écrit il y a quelque temps? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le dessin? Oui, tout à fait, oui. J'écris des albums pour enfants. Après, je cherche plutôt des illustrateurs qui seraient intéressés par illustrer mes histoires. L'annonce est passée. Cerise cherche des illustrateurs pour ses contes d'enfants. Et il y a un autre message que vous voulez faire passer? Profitez, vous êtes à l'antenne. Qu'on vous trouve peut-être des possibilités de compter, donc dans les maisons de retraite, dans des maternelles, sur des scènes diverses et variées. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est les maisons pour tous. Oui. Les écoles primaires, les maisons de retraite, les cafés, toutes sortes de lieux qui peuvent m'accueillir où je pourrais raconter mes histoires. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie infiniment, Cerise, d'avoir eu le courage, parce que c'est un courage aussi de se produire sur ce plateau de Love Sister. Nous vous remercions infiniment. Et puis, je vous souhaite donc beaucoup de contrats et d'activités à venir dans ce qui vous est cher, le conte. Merci, Cerise Griotte. Comment on fait pour te joindre, Cerise? Alors, il y a un email pour l'association, c'est associationloiseauvert@gmail.com. C'est facile. C'est facile. Et c'est l'Oiseau Vert. Oui, l'association s'appelle l'Oiseau Vert. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Cerise. Merci. Nous allons aller rejoindre le docteur Love Sister. Et donc, je dois m'habiller. Est-ce que vous pouvez bien m'aider, les filles? Ça ira plus vite. On va t'aider. Et puis, après tout, vous pouvez tous venir m'aider. Ça ira plus vite. Alors, nous y allons. Docteur Love Sisters. Je reçois ce soir, comme d'habitude, depuis plus d'un an maintenant, le docteur Love Sisters. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Très heureux d'être encore une fois parmi vous. Toujours là pour des bons conseils à écouter. Écoute, on fait ce qu'on peut, on va essayer. Oui, je suis qu'une petite infirmière, mais t'as vu, mais j'essaye quand même pas de d'être petite très infirmière. Je sais que j'ai toujours eu un grand sens du travail en équipe. Donc là, les chroniques aujourd'hui. On va faire une chronique aujourd'hui. On va faire une chronique aujourd'hui sur un sujet que certaines personnes au départ vont pas prendre tellement au sérieux. Il y en a qui vont se demander si c'est une blague. Mais c'est quelque chose à laquelle je tiens parce que moi, avec Dominique, mon épouse que tu connais, on a en tout pratiquement une dizaine d'années de formation là-dessus. Oui. Et il s'agit, donc c'est pas un gros mot, je vous rassure tout de suite, de médecine psychosomatique. C'est quoi exactement? La médecine psychosomatique, déjà, c'est quelque chose qui existe. Hein. On connaît tous autour de nous des gens qui se disent plus ou moins souffrant d'une pathologie ou d'une autre. Et on a parfois tendance à se dire, c'est dans la tête que ça se passe. Oui, souvent. C'est pas ailleurs. Donc oui, ça, sans fondement, sans rien, peut-être par une espèce de perception un petit peu infraverbale. Mais effectivement, la médecine psychosomatique, c'est tout simplement
revenir à la valeur hippocratique de la médecine qui fait qu'on considère l'individu dans sa totalité. C'est pas une tête d'un côté qui marcherait d'un côté et un corps de l'autre côté. On a un psychisme d'un côté qui évolue pour sa propre autonomie, et de l'autre côté, on a un soma qui évoluerait lui aussi pour sa propre autonomie. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, tu le comprends Comment très ça bien. marche alors? Donc, on a justement, quand on a une stimulation sur le corps, on a une réponse, on a trois sortes de réponses différentes. Là, Tu me donnes des exemples. Là, tu es victime d'une agression, tu es victime d'une frustration ou autre. Tu vas avoir trois façons différentes de pouvoir réagir. Soit tu vas te taire, tu vas rien dire, tu vas intégrer tout ça au fond de toi, ça va ruminer, ça va produire ce que les anciens médecins appelaient de la bile noire, hein. C'est-à-dire que ça va rester au fond de toi et ça va te ronger petit à petit. Et cette décharge va être une décharge toxique pour ton corps, va rentrer dans ton corps, va pouvoir engendrer des maladies, engendrer des pathologies. Tu as une autre façon de réagir qui est le comportement. Et à ce moment-là, tu es agressé, tu réponds, mais tu réponds, on t'agresse, tu réponds avec violence, tu réponds toi-même avec agressivité, tu peux répondre avec de la vitesse si tu as une agression, si tu es en danger, tu pars en courant. Ça, c'est du comportement. Et ensuite, enfin, on a la voie suprême, la voie royale, qui est ce qu'on appelle, en termes de psychanalyse, la verbalisation, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que tu ressens, mettre des mots sur cette agression, pouvoir la verbaliser, pouvoir en tirer quelque chose par le haut avec des idées, ce qu'on appelle la mentalisation, qui va permettre à la soupape d'évoluer, de se soulager et au calme de revenir à l'intérieur de ton organisme. Alors là, il faut un long chemin quand même. Il faut un long chemin. Ce long chemin, il s'appelle pour beaucoup la psychothérapie, hein, en sachant qu'effectivement, au bout d'un chemin, on prend un exemple, si tu veux, une pathologie comme l'hypertension artérielle. Bon, tu as une tension élevée dans l'organisme. Tu as une démarche tout à fait basique. Pour certains, ça leur suffit de voir un symptôme, un traitement, et de ne pas se poser de questions plus que ça. On a de la tension, on donne un antihypertenseur, on fait baisser la tension. Ou tu as une analyse de ce qui se passe si tu considères la personne dans son intégralité, dans sa globalité. Hein. Pourquoi elle a eu la tension? Bon, il y a eu un choc, il y a eu un traumatisme, il y a eu une frustration qui fait que c'est mesurable, tout ça, c'est quantifiable. On va avoir une sécrétion d'hormones de stress. Mhm. Et c'est l'adrénaline, c'est le cortisol, la cortisone qu'on fabrique nous-mêmes, endogène, que fabriquent nos glandes surrénales. Et tout ça, ça se dose dans le sang. On va assister à des taux qui vont monter, s'élever, et parallèlement à ça, ces hormones, comme naturellement, vont avoir un effet sur l'organisme et vont entraîner une augmentation de la tension artérielle. D'accord. Hein? Si Un on cycle intervient, à peur. bon, on peut intervenir dans l'urgence et il faut intervenir, il faut quand même traiter le problème. On va donner un antihypertenseur, on va stabiliser les choses, mais on ne va pas traiter le fond du problème. Et comment on le traite? On traite le fond du problème justement en faisant une psychothérapie, en faisant une analyse du problème, en mettant des mots sur le problème, en amenant la personne à verbaliser, à mentaliser, à trouver une issue à son problème, une issue par la voie supérieure, par la voie des mots. Et si, en même temps que cette psychothérapie, tu continues tes dosages de cortisol, donc notre cortisone que nous fabriquons, un dosage d'adrénaline, on va voir les taux diminuer et on va voir la tension artérielle diminuer. Une étude a été menée par l'école de laquelle nous avons participé pendant plus de 10 ans à Nîmes, avec les docteurs Pongy et Babot, qui a été réalisée avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sur plus de 1000 patients, certains patients bénéficiant d'une psychothérapie et d'autres non. Et chez les patients qui ont bénéficié d'une psychothérapie, au bout d'1 an de psychothérapie, on avait divisé par 2 leur ordonnance
on avait divisé par 2 le prix de leur ordonnance. Exact, Donc autant exact. d'économies. Et paradoxalement à ça, on a des séances de psychothérapie qui ne sont toujours pas remboursées par la sécurité sociale. D'accord. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la tension. Donc, Mais il y a d'autres voilà. pathologies. Il y a le diabète, c'est la même chose. Les 2 hormones de stress dont je t'ai parlé tout à l'heure, le cortisol et l'adrénaline, ce sont des hormones qui font augmenter le taux de sucre dans le sang. D'accord. On s'est demandé, par exemple, on a un exemple, une anecdote toute simple, pourquoi certaines personnes diabétiques faisaient, à leur réveil, alors qu'elles n'avaient pas mangé depuis la veille, des pics de glycémie, se réveiller avec des taux de glycémie anormalement élevés qui après même pouvaient descendre dans la journée alors qu'elles mangeaient. Et on s'est rendu compte en analysant ces personnes, en les faisant parler, qu'elles avaient des rêves la nuit qui étaient des rêves traumatisants, des rêves angoissants. Donc, angoisse, stress, sécrétion d'hormones de stress, augmentation de la glycémie. Voilà. En fait, on a pour principe de dire que le psychisme s'éteint, le corps s'enflamme. Ah, d'accord. Donc, en fait, et ça, tu peux le transposer, je dis le corps s'enflamme, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, où notre corps s'attaque lui-même dans ses propres composants, ça va être effectivement des pathologies qui peuvent être prises en charge sur le plan de la médecine psychosomatique. Certains cancers, dans certains stress, on sait très bien que le stress est un facteur prédominant des cancers et favorisant sur les cancers. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà accepter d'entendre ce terme de psychosomatique, se dire que quand on dit à quelqu'un c'est psychosomatique, ce n'est pas se moquer de lui, ce n'est pas rabaisser sa pathologie, c'est au contraire la prendre au sérieux et la prendre dans sa globalité. Donc si votre entourage, si votre médecin vous dit que, s'il a été formé bien sûr, votre pathologie, votre problème est psychosomatique, il faut l'entendre dans le bon sens et dire d'accord, y compris une fois expliqué, je vais faire la démarche, je vais faire ce qu'il faut pour en arriver arriver au bout de mon problème. D'accord. Mais le problème, donc en gros, c'est déjà de se surveiller soi-même parce qu'on ne peut pas se surveiller tous les jours. Le problème, c'est d'accepter le fait que même au XXIe siècle, nous ne sommes pas que des machines, mais nous sommes forcément des gens avec une sensibilité, une histoire qui fait de nous des êtres humains et pas des machines et pas simplement aller chez le médecin pour appuyer sur un bouton pour faire un reset et remettre les valeurs comme à sortie d'usine. Donc Voilà. en gros, accepter le mot psychosomatique. Accepter le mot psychosomatique, accepter que nous sommes une globalité. Voilà. Un être humain, c'est tout simplement. Merci beaucoup, docteur. Merci à toi. Sister. J'ai le plaisir de recevoir Cutter. Comme je disais tout à l'heure, ton nom, et je crois que je le prononce très 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 bien. C'est bien dit, ouais. Donc, tu es chanteur, auteur et compositeur. Tout à fait. Tu es spécialisé dans le rap. Exactement, ouais. Voilà. Je viens du rap et... Tu vas nous faire quelques petites surprises tout à l'heure. Bah ouais, avec plaisir. Hein. Non, je voudrais que tu me dises cette passion de la chanson, elle t'est venue comment? Eh ben, elle m'est venue d'abord par l'écriture, en fait. Parce que moi, je voulais devenir scénariste quand j'étais adolescent. Et puis, je pense que j'étais un peu flemmard. Et du coup, j'écoutais beaucoup de musique, un peu comme tout le monde, par les grands frères, les grandes sœurs, etc. C'est un peu comme ça qu'on y vient en général. Et notamment beaucoup de rap à l'époque. Et naturellement... C'était quoi, juste par curiosité? Un peu ce qu'écoutait mon grand frère, c'était des groupes comme Funky Family, Sniper, des groupes de rap français, puis très vite du rap américain en fait. C'est surtout un monsieur pas très connu qui s'appelle Eminem qui m'a beaucoup un peu bousillé le cerveau quand j'étais adolescent et qui m'a vraiment donné envie d'écrire, quoi. Et j'ai commencé Tu as assez commencé tôt. par écrire C'est des ça. textes pour les autres? Ah non. Alors, je l'ai fait plus tard, du coup. Non, j'ai commencé... on commence vraiment tout seul, en général, un peu comme toutes les pratiques, j'imagine, quoi. Moi, je commençais tout seul dans ma chambre, un peu caché, etc. Et puis... À quel âge? À quel âge? En 12 ans, puis une longue pause où j'étais dans autre chose, parce que je faisais ça pour m'amuser. Puis 17 ans, une reprise vraiment plus sérieuse, on va dire. Et après 21 ans, des concerts, des choses comme ça, et de temps à autre de l'écriture pour
d'autres gens de l'entourage, quoi. Donc, tu fais uniquement de l'artistique ou tu fais autre chose aussi? Non, je fais que de l'artistique. Je mène un peu la vie des artistes, c'est-à-dire beaucoup de concerts, des disques, beaucoup d'actions culturelles aussi. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, ça va du collège jusqu'à la maison d'arrêt, voilà. Tu les proposes, les ateliers d'écriture? Au départ, je l'ai proposé, et puis maintenant, je me fais un peu tout le temps appeler pour ça, même que ça devient trop, en fait. Tu vois, Je vais te poser une question un peu intéressée. Tu te fais payer quand même. C'est ma vie, en fait, c'est mon métier, tout ça, donc voilà, forcément... Nous, on a de la chance en France, on a le statut d'intermittent qui quand même assure une sécurité aux artistes, enfin peut assurer une sécurité. Pas à tous les artistes d'ailleurs, ce qui est assez injuste, je trouve. Je sais pas pour l'écriture. Les auteurs n'ont pas le statut d'intermittent. Ni les graphistes. Par exemple, moi, je travaille tout le temps avec des graphistes et c'est vrai que c'est un peu injuste en fait que. Ouais, c'est un peu bizarre quoi. Mais moi, j'ai la chance d'être dans ce statut-là et du coup de pouvoir faire que ça de ma vie en fait. D'accord. Et donc là, ce qu'on va faire, on va regarder. J'ai vu une photo qui me plaît beaucoup. C'est un immeuble où tu es sur pas un échafaudage, mais presque assis. J'aime beaucoup les couleurs, ce style vieillot. C'est la pochette d'un album, ouais. J'aime beaucoup j'aime beaucoup je sais pas comment. Est-ce que c'est je vais te poser une question, un arrière-plan réel ou... Alors, je vais t'expliquer la naissance de cette pochette. C'est un album qui s'appelle Merder en beauté. Et moi, j'ai toujours fait des albums un peu sombres et tout, tu vois. Et en fait, je travaille avec ma sœur comme graphiste, qui est graphiste de métier et que j'aime beaucoup. Et c'est très agréable de bosser en famille aussi. Et du coup, je lui ai demandé une pochette avec l'art du collage. Parce qu'elle faisait du collage plus jeune. D'accord. Et donc sur la pochette, on voit une petite fille qui est ma nièce. Donc il y a un espèce de tout un lien et c'est une pochette assez colorée effectivement. Et j'avais envie de cette nouveauté là. J'aime beaucoup ces couleurs ocre, marron avec. On pourra la voir ou tu vas te la garder pour toi la pochette? On peut la voir voilà. je sais qu'on va regarder un clip de Cutter. Yes. Donc est-ce que cette pochette elle est dans le clip ou pas? Alors, quel clip on va regarder? Telle est la question. Mais a priori, elle n'est pas dans le clip parce que je vais la montrer. Et la petite fille sur le banc. J'aime beaucoup. Ouais. C'est du collage, du coup, ouais. On voit de loin. C'est du collage et du graphisme, mais beaucoup de collage, ouais. Voilà. Elle est très jolie. C'est original. Voilà, très jolie. Et après, on la voit pas forcément dans les clips parce que dans les clips, j'essaie vraiment d'avoir. Tu tournes dans des endroits glauques ou dans des endroits. Cela ne nous regarde pas. Écoute, pour cet album, j'ai pas tourné dans des endroits si glauques que ça. Et... Moi, j'aime bien tourner dans des endroits glauques. Ouais, t'aimes bien, ouais, mais j'ai entendu films d'horreur. Hein. Mais alors, j'ai été beaucoup inspiré par le passé, par les films d'horreur, le cinéma de genre. Je pense un peu comme toi, Simone. C'est des trucs qui ont vachement pu m'inspirer dans certains albums que j'ai fait. Comme je t'ai dit, je voulais faire du cinéma, donc aussi ça se retranscrit dans les clips. Le rap, comme t'aimes la comédie, le rap, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si on n'a pas de comédie en soi, il est raté. Ouais, puis la scène, c'est on est proche des comédiens au final. Moi, j'ai déjà bossé avec des comédiens d'ailleurs. C'est très comédie quand même. Hein. C'est ça. Et voilà, c'est ça qui est marrant. Alors moi, je me rapprocherai plus de la réalisation au final sur les clips, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je joue dans mes clips et je prends grand soin de me mettre en difficulté à chaque fois. C'est-à-dire dans des personnages un peu. Le clip de Disparition, le morceau que je vais jouer tout à l'heure. Je suis déguisé en scarabée, en géant scarabée dans les rues de Montpellier. On a rigolé à le tourner. Il faisait super froid, mais on a rigolé quoi. Ah oui, il faisait froid. Il faisait froid quand même. C'est toi qui les réalises, les clips, tu disais?
C'est moi qui amène tout le scénario et les idées. Tu fais les storyboards. Mais La non, technique, je prends une équipe technique parce que c'est je trop sais compliqué. pas faire et je peux pas Ouais, tout faire. t'écris juste le scénario. Ouais, j'écris tous les détails. Parfois, j'amène des idées de plans. Après, des fois, des fois, c'est ah bah non, ça sera pas faisable. Là, tu planes complet. Mais ouais, en général, j'amène toutes les idées. Ouais. Donc, écoute, Cutter, je crois que... Ça donne envie de découvrir. Moi, On je va déjà te découvrir. connaissais pas. On et va déjà franchement, découvrir le clip. Les filles, vous êtes d'accord? avec plaisir. Absolument. Absolument. Et on va découvrir le clip. Cette fois, c'est fini. Il faut qu'on arrête. T'as merdé. T'as vraiment merdé en beauté. Abat-jour bleu foncé sur plafond blanc, je ressors une seconde de ta chatte, mais je reviens dans pas longtemps. Couleur rouge sang foncé dans du chocolat fondant, faire des rêves caramélisés. Parler deux langues différentes, est-ce comprendre? Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Est-ce qu'on rentre en ayant bien raté notre coup? Boire une coupelle sur la terrasse, prendre un goûter sur la terrasse, prendre un couplet sur la terrasse, couper sur la terrasse, sur la terre, on se sent mal, fous-toi à poil, que nos cheveux s'en mêlent, on partira au 7ème ciel avec ces pauvres 200 balles. Et comme tous les pauvres, je te trouve belle, ouais, comme tous les pauvres de bouche crèche, ferme les yeux, attends le crash en nature, avantage. Ordinateur, pas de plantage dans la voiture, désappe-toi sur la banquette arrière, que je te vois dans le rétro intérieur. J'suis terrifié à l'idée de jamais devenir quelqu'un de meilleur. J'suis terrifié à l'idée que tout ça n'était qu'une erreur. Mieux vaut en rire, ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut en rire, ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut en rire, ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut en rire, ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut surprendre de rire de vos nuances de critères. Soit l'avenir en demi-teinte, la tête bloquée en 2013. J'suis dans mon crâne et je m'y terre. Pyjama trou et gants de motard. J'suis avec la fille de mes rêves. Je mène la vie de ces cauchemars. Pull en cachemire dans les valises, sous les yeux. On part en voyage sans la famille. Part en voyage tous les deux. Hey. Hey. Ah oui, ah oui, ah oui. Hey. Mieux vaut en rire. Ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut en rire. Ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut en rire. Ah oui, ah oui, ah oui. Mieux vaut en rire. Ah oui, ah oui, ah oui.
Ouais. Merci. J'aime beaucoup ta façon de chanter. J'aime beaucoup, beaucoup. Ben, merci. Et t'es loin, t'habites loin. Non, Pourquoi cette question Il y a de la demande là. Non, j'habite pas loin. Nico me regarde, il sait lui. Il sait tout, lui. Il est intelligent, vraiment intelligent. Mais tout le monde est intelligent ici quand même. Non, j'habite pas loin. Je suis né à Montpellier. J'ai vécu pendant un long moment. Ah, un vrai de Montpellier. Ouais, Et alors je suis né et puis on m'a évacué de cette ville. D'accord, ok. Mais là, t'es d'où, là Tu es où Et là, d'où je suis sur Nîmes. T'es pas loin non plus. Ouais, je suis pas loin. Il change de département. Ça va C'est plus ça, vite, ouais. hein. Ça va vite aussi, hein, la route Nîmes-Montpellier, ça va très, Oui. ça va très vite. Bah oui. Mais tu vois, tu m'as fait sourire tout à l'heure quand tu as dit par la famille, mes grands frères. Mais alors, c'est l'éducation. Moi, tu vois, c'était. Ma maman était petit rat de l'opéra, un papa militaire, une sœur qui est clerc de notaire et un frère fusilier commando. T'imagines un peu la musique c'est pas du tout. Mais, Donc, le contexte familial est important parce que moi, j'ai pas du tout écouté ça, mais sur la musique classique. Ouais, Donc, mais ça vient t'aimes bien tout, de- toi, alors, t'aimes tout. hein. ouais, après, moi, j'ai, figure-toi, beaucoup écouté de musique classique aussi, parce que Oui, du t'aimes côté tout. de ma mère, il y a beaucoup de pianistes. voilà. Ah oui, quand Voilà. Et j'ai un peu baigné dans tous ces trucs-là, et je pense que ça se ressent aussi dans ce que je Ça se fais, parce que ressent. Et du coup- ça vient du rap, mais Et ça voilà, On peut les te filles, retrouver les où filles, je sais que vous voulez On peut te garder, retrouver où, du coup garder Nico, mais là, c'est stop. Justement, je demande où on peut le retrouver et découvrir ce qu'il fait. C'est pas le bouchon, hein. Et ben, on peut me retrouver sur toutes les plateformes déjà, sur Deezer, Spotify. Sous quel nom, etc. en fait Cutter, c'est ça. C-U-T-E-R, c'est simple. Ok, Cutter. Il y a un site Sur internet. YouTube avec tous les clips. J'ai pas de site à moi, j'ai que Facebook, Instagram. Vous tapez @cutter le seul et vous allez trouver. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Ouais, mais je vais pas le dire comme ça. Mais il y a oui. plein qui le donnent, le numéro de Ah ouais, téléphone. non, pas moi. Uniquement professionnel. Moi, Non, écoute, je suis déjà là, suffisamment maintenant, on dessus. va avoir le plaisir de te voir en live. Carrément. Et ensuite, nous allons avoir un nouveau plateau sur la scène. Et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Je à remercie vous et- toutes. Merci à vous. Cerise, Et bonne suite pour tout le monde. Simone. Allez, reste avec moi, donc ça va, c'est très bien. Elle continue à m'inspirer. Des fois, je pense à mon ex au moment d'expirer. Mon esprit est parti en couille à l'époque d'expression directe. Et je dirais qu'elle continue à faire la trotteuse dans ma tête. C'est parce qu'elle sait que si elle s'arrête, je vais pas survivre, pas faire avec. Bah non, je vais pas survivre. Elle continue à vivre dans ma musique. J'arrête de bosser, elle continue jusqu'à tard comme les ouvriers à l'usine. Et l'halogène s'éteint, elle continue à briller, cette timpe, comme une idée derrière ma tête. Elle continue à crier, c'est dingue. Elle continue à grandir en moi comme un continent. Je me raconte une histoire où elle est morte et enterrée depuis longtemps. Elle continue à piloter, moi copilote en cellule capitonnée, à décapiter toutes mes reines, je vais finir par m'isoler. Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Et les insectes disparaissent et toi aussi t'as disparu. Et moi je voudrais disparaître ou que tu me crois disparu. Que je disparaisse comme par magie, que tu t'inquiètes, l'amour est porté disparu. On disparaît dans ma famille, on disparaît pour disparu. Disparaît hors de ma vue, j'aimerais te savoir disparu. J'aimerais te voir au bout d'une rue et la seconde d'après disparaître et disparaît. Et disparaît s'il te plaît. Et les insectes disparaissent et toi aussi t'as disparu. Tout ce qu'on espérait disparaît, je sais l'espoir a disparu. Ouais je sais que t'aimerais que je disparaisse, que nos souvenirs aient disparu, qu'on se laisse une chance de disparaître, puis qu'on finisse disparu. Disparaît hors de ma vue, j'aimerais te savoir disparu. J'aimerais te voir au bout d'une rue et la seconde d'après disparaître et disparaît. Et disparaît s'il te plaît. Disparition.
comme par enchantement. Ce soir, on fête ma disparition. Ouais, comme par enchantement. Ouais. Attaque d'un Wu-Tang Kid Bees. Attaque d'abeilles géantes sur New York. Les mixtapes, les street albums, toi et même Snoop Dogg. Et les insectes disparaissent. Les coccinelles et les abeilles. Scoropendré, coréoptère. Bref, pouvez-vous répéter la question? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes disparaissent? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes? Comment je peux vivre dans un monde où t'as? Comment je peux vivre dans un monde où les insectes? Comment je peux vivre dans un monde où t'as disparu? Et je rewind ça depuis le début, j'ai l'impression que t'as disparu. Ouais, il paraît qu'on t'a vu sur la pire avenue de ma ville. Wow, des mecs m'en veulent et des meufs m'admirent. Je suis dans les transports, pris de peur, panique, j'ai le cœur canine. Je suis mordu de toi, mis à mort. Mordu de toi, mis à mort. Même si je sais qu'on s'est pas mis d'accord. Motherfuck les gens, tu m'as pris à bord. M'as appris à boire tes paroles comme liqueur de boire, c'est pas drôle. Non, j'ai envie d'être seul, envie d'être deux, envie que le monde disparaisse. Douceur d'insultes, maudite caresse. Disparition, comme par enchantement. Ce soir, on fête ma disparition. Ouais, comme par enchantement. Ouais. Attaque d'un Wu-Tang Kid Bees. Attaque d'abeilles géantes sur New York. Les mixtapes, les street albums, toi et même Snoop Dogg. Cut. Alors, merci Cutter. Cutter, c'est pas Cutter, hein, Cutter. C'est quand même génial ce qu'il fait. Hein. Ouais. Voilà, en live, ça jette en live les filles. Hein. Ouais, Voilà. franchement, c'est top. Alors là, maintenant, nous avons le plaisir de recevoir des charmants jeunes hommes De Bernard. présentés par Hélène. Alors, bonjour. Bernard Dessimouli, président de l'association UNAPI 34, et monsieur Tuesch, vice-président donc, de cette association. Absolument. Qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Alors parfois, il y a plusieurs handicaps associés, mais c'est plus dirigé vers ça. Ça concerne les enfants, les adolescents, les adultes. Ça a été un regroupement au début de plusieurs petites associations. Et maintenant, vous faites beaucoup de choses en direction de ces personnes, dans la volonté de les inclure au maximum dans la société. Et puis que ce soit aussi un peu plus facile pour les familles, parce que une personne en situation de handicap, c'est aussi pour les familles que c'est compliqué. Donc écoutez, je vous laisse présenter. On va regarder d'abord une petite vidéo pour découvrir votre association, UNAPI 34, et je vous laisse en parler, la présenter. Après avoir vu la vidéo. Oui, voilà, voilà, après la vidéo qui présente cette association. L'association s'appelle aujourd'hui l'UNAPI 34, mais en réalité, elle est le résultat d'une longue histoire qui s'explique par le regroupement de plusieurs petites associations, toutes du mouvement parental. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, on représente à peu près l'équivalent de 28 établissements et services qui confient à environ un peu plus de 860 professionnels l'accompagnement
de tous nos enfants, adolescents, adultes, qui sont en situation de handicap intellectuel. Si je devais résumer la mission, je mettrais en tête de chapitre inventer avec des professionnels compétents des projets de vie pour toutes les personnes qui nous sont confiées, les accompagner, leur faire un véritable projet de vie qui permette de les intégrer pour celles qui le pourront le maximum possible dans la société, protéger celles qui le peuvent moins ou qui ne le peuvent pas du tout, mais en tout cas leur faire un beau projet de vie où ils pourront s'épanouir et faire des progrès. J'accompagne les résidents tous les jours dans leur projet d'activité. Ça va être donc des accompagnements aussi bien à l'extérieur de l'établissement qu'à l'intérieur. On propose des activités qui vont de la pâtisserie, l'esthétique. À l'extérieur, on travaille en partenariat avec le centre équestre, le cinéma de la ville, la bibliothèque. Bien sûr, les valeurs de l'association, c'est de tout mettre en œuvre pour rendre les personnes en situation de handicap le plus heureux possible, en leur proposant un accompagnement pour pallier à leur déficience ou à leur handicap, mais surtout en s'appuyant sur leurs possibilités, leurs capacités, leurs potentialités, leur humanité. Et c'est aussi au sein de l'association de l'entrepreneuriat militant. Quand je parle d'entrepreneuriat militant, c'est toujours concevoir, créer, adapter des solutions d'accompagnement à la singularité de la personne. C'est un petit peu, pour trouver des mots, c'est du sur-mesure, un accompagnement sur mesure, parce qu'une personne atteinte d'un handicap, qui puisse être de l'autisme psychique ou autre, mental, ne va pas s'accompagner comme une personne qui a une déficience intellectuelle ou du polyhandicap qui vient s'ajouter à ce qu'il a déjà. Je suis chargée de l'insertion professionnelle depuis 1998 à l'ESAT L'Envol de Castelnau et à l'entreprise adaptée aussi de Castelnau. Nous pouvons proposer aux personnes de l'ESAT et de l'entreprise adaptée de travailler en entreprise. Donc c'est vraiment une démarche d'insertion et d'inclusion dans l'entreprise depuis maintenant très longtemps. Donc ici, à Decathlon, les personnes sont complètement autonomes. Je veux juste dire que les vendeurs sont super sympas d'ici. Et ils sont tellement sympas que c'est eux qui nous ont aidés aussi à bien nous intégrer dans l'entreprise parce qu'ils nous ont très bien acceptés dès le départ et ils nous ont vraiment... Je leur dis vraiment merci. Bon, c'est parfait, très bien. Nous, aujourd'hui, notre accompagnement principalement tourne autour du projet personnalisé de la personne. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce métier, c'est de constater l'évolution positive des personnes, la montée en compétences. On reste des professionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut se sentir aussi évoluer professionnellement, s'affirmer dans sa posture professionnelle et dans son soi professionnel, avec ce défi permanent où il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre et il y a un équilibre fragile en accompagnement. Et il n'y a jamais rien d'acquis. Alors au quotidien, il n'y a pas un jour pareil, on va le dire. C'est une des facettes du métier qui est très riche, c'est-à-dire qu'il y a toujours une recherche, une expérimentation, il n'y a pas de train-train. Ce que ça m'apporte, c'est la richesse des rencontres humaines, que ça soit avec les résidents ou avec les professionnels. On est tous très sensibles à apporter quelque chose à l'autre, à des personnes qui sont en situation de fragilité. C'est faire en fait ce que j'aime pour moi. Moi j'aime bien être heureux, j'aime bien être bien dans mes baskets, j'aime bien être avec des gens sympathiques et qui prennent soin de moi. Je trouve ça agréable de faire pour d'autres aussi. C'est un travail intéressant, surtout que nous sommes des soignants au sein d'un institut médico-social et sur un lieu de vie et non pas dans un lieu de soins. Donc nous avons un rapport privilégié et particulier avec les résidents. Mais nous nous efforçons de ne pas mettre en avant ce côté médical pour rester dans de l'éducatif et être juste un soutien aux éducateurs et aux personnes soignées. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et si on a besoin d'eux, ils sont là à notre écoute et pour le travail, pour nous accompagner. On est toute une équipe de vidéo. On
on s'aide mutuellement. S'il en manque un, il y en a toujours un qui peut aller aider l'autre. L'association et les professionnels sont tous dynamiques. L'avantage, c'est qu'on peut participer donc, à la vie de l'établissement. Les professionnels ont beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance à notre égard et à l'égard de nos jeunes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que les familles qui découvrent qu'il y a un enfant handicapé qui arrive, alors que bien évidemment ce n'était pas prévu, ne restent pas isolées, qu'elles puissent avoir des témoignages de gens, leurs aînés, qui sont passés avant et qui puissent découvrir que c'est une aventure à laquelle ils n'étaient pas préparés, mais pour laquelle, grâce aux professionnels, grâce aux militants que nous sommes pour certains d'entre nous, il y a effectivement une belle vie qui peut s'écrire si on se fait confiance et qu'on travaille ensemble. Le rôle de chacun des salariés, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que, à sa fonction, à sa mission, avec ses compétences et son être intrinsèque, on soit capable de donner un accompagnement de qualité aux personnes en situation de handicap afin de les respecter dans leur singularité au quotidien. Nous sommes des parents, j'ai presque envie de dire, et fiers de l'être. Et à partir de là, notre militantisme est d'une grande pureté, il est sans ambiguïté. Nous considérons que nous avons tout autant de capacité et de légitimité que d'autres systèmes associatifs à gérer les fonds publics qui nous sont confiés, dès lors que nous assumons une mission de service public, même si nous sommes une association de droit privé. Donc cet aspect-là, fierté et militantisme, je voudrais le porter et être sûr qu'il a bien été dit. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la vidéo qu'on a vue précédemment ? Alors, merci d'abord de nous inviter sur votre chaîne, ce qui nous permet effectivement de faire connaître un peu plus l'UNAPI 34. L'UNAPI 34, c'est une association parentale, c'est-à-dire qu'elle est gérée exclusivement par des parents de personnes handicapées mentales. C'est un conseil d'administration qui comprend aujourd'hui 27 membres. Les conseillers d'administration sont tous des parents bénévoles. Ah d'accord, c'était la petite chose que j'avais pas compris. D'accord, ok, enfin petite, c'est important. Ouais. Voilà, tout à fait. Comme d'ailleurs de la plupart des associations du monde UNAPI, puisque l'UNAPI 34 est une association qui est récente. Elle a vu le jour au 1er janvier 2018, mais en réalité, elle plonge ses racines dans des associations précédentes, l'AFDAIM, la PEI de Montpellier, la PEI du Pays de Thau, qui ont toutes fusionné pour donner l'UNAPI 34, mais qui, elles, remontent aux années 1950. Puisqu'à l'époque, la vacuité des pouvoirs publics en matière de suivi, d'accompagnement des personnes handicapées mentales était telle que ce sont des parents qui se sont regroupés pour créer des associations, qui ont créé des établissements sur leur denier personnel, pour pouvoir accueillir des personnes handicapées qui jusque-là restaient dans les familles ou étaient mises en hôpital psychiatrique, où elles n'avaient absolument pas leur place. Et c'est comme ça sont nées les associations du monde UNAPI qui se sont fédérées dans l'UNAPI national en 1960, et l'UNAPI national en 1963 a été reconnue d'utilité publique. Donc c'est une association qui aujourd'hui, l'association nationale, regroupe sur tout le territoire métropolitain et outre-mer 330 associations et 900 000 adhérents, et qui gère plus de 3000 établissements pour les personnes handicapées mentales, donc sur tout le territoire français métropolitain outre-mer. Et nous sommes une de ces associations.
Pour donner une petite idée, dans la région de l'Hérault, ça représente 28 établissements et services, c'est ça, et 860 professionnels. C'est énorme, qui accompagnent les enfants, les adolescents, les adultes. C'est ça, 1100 personnes handicapées mentales accueillies dans nos établissements, du plus jeune âge, 4-5 ans, certains jusqu'à leur décès, dans des établissements très distincts. Donc pour les enfants, ce sont les instituts médico-éducatifs et IME et des CESAD, c'est-à-dire services d'éducation spécialisés et de soins à domicile. Jusqu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, normalement, ils doivent rentrer dans des structures adultes qui sont soit la maison d'accueil spécialisée pour les plus lourdement handicapés, l'établissement d'accueil médicalisé pour ceux qui sont légèrement moins handicapés, les ateliers thérapeutiques occupationnels pour ceux qui sont encore un peu moins handicapés, et les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, pour ceux qui sont le plus légèrement handicapés. Nous avons aussi une entreprise adaptée pour ceux qui sont proches, je dirais, du milieu du travail ordinaire. Et nous avons des foyers de vie, foyers d'hébergement, foyers logement, pour accueillir évidemment en résidence, alors cette fois, ces personnes handicapées mentales. Cet ensemble d'établissements, c'est 28 établissements qui vont du pays de Thau jusqu'à l'est du département, à la limite du Gard. Voilà. D'accord. Ce serait intéressant que vous nous parliez un petit peu des problèmes que vous rencontrez pour sensibiliser un petit peu les gens qui nous écoutent. Et on ne sait jamais, parfois on lance un peu des bouteilles à la mer parce que bien sûr vous rencontrez des problèmes et Dieu sait que cette association est importante, d'utilité publique, vous l'avez dit. Donc c'est quoi ces problèmes que vous rencontrez Alors, aujourd'hui, nous avons trois types de problèmes. Quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que nous avons 3 types de problèmes. Tout d'abord, nous n'avons pas suffisamment de place dans les établissements pour enfants et adolescents, dans les IME et les CESAD. Pour vous donner un ordre d'idée, nos 4 IME et nos 3 CESAD accueillent aujourd'hui 300 enfants et adolescents handicapés mentaux. Devant la porte de nos IME et de nos CESAD, nous avons 319 enfants et adolescents sans solution de prise en charge. Et donc, ils sont dans leur famille, ils embolisent leur famille, qui souvent les parents sont obligés de s'arrêter de travailler, etc., pour pouvoir les garder. Oui, ça peut créer des situations de précarité, de désespérance, enfin vraiment. Tout à fait. Il existe un site que tout le monde peut consulter qui s'appelle marentrée.org. Où ce sont des témoignages de parents sur les difficultés et les problèmes qu'ils rencontrent parce que leurs enfants ne peuvent pas être scolarisés dans nos établissements. Ça peut peut-être être intéressant parce que les personnes qui sont dans cette situation qui ne savent pas quoi faire avec leur enfant, ce qui peut aider déjà, c'est de rencontrer d'autres parents dans la même situation déjà échanger, ça peut déjà soutenir. Donc ça c'est intéressant de... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que nous avons devant la porte de nos établissements, de nos 7 établissements, encore l'équivalent de 7 établissements qui auraient dû être créés depuis des années. Il faudrait doubler les places, quoi. Il faudrait doubler les places. Ouais. Et dans le département de l'Hérault, parce qu'il y a une autre association, il y a d'autres associations dans le département de l'Hérault, qui gèrent aussi des établissements pour personnes handicapées, mentales. On estime entre 600 et 700 le nombre d'enfants et d'adolescents qui sont sans prise en charge. Donc il faut imaginer, si vous voulez, pour les familles classiques, si je puis dire, c'est-à-dire les familles qui ont des enfants non handicapés, si on leur disait, voilà, votre enfant a 6 ans, il doit rentrer au CP, on est désolé, il n'y a pas de place. Ouais. Donc vous allez le garder chez vous, 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut même pas l'imaginer en fait, c'est ça qui est terrible. Moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui n'ont pas de soucis, je touche du bois, mais c'est vrai que je peux même pas l'imaginer qu'on puisse me dire on va pas accueillir votre enfant. C'est inimaginable. Voilà, c'est ça. Pour les enfants dits normaux, c'est inimaginable et heureusement ce n'est pas fait. Mais les pouvoirs publics font subir ça aux enfants handicapés et à leurs familles. Ouais, c'est terrible. Voilà où on en est en France aujourd'hui. Donc ça, c'est un de nos sujets extrêmement importants. Ouais. On en a un deuxième qui, évidemment, cette fois concerne les structures pour adultes, où il n'y a pas assez de place, notamment
dans les maisons d'accueil spécialisées, les établissements d'accueil médicalisés et les ateliers thérapeutiques occupationnels. Nous avons aujourd'hui 55 jeunes adultes pour le coup, qui ont dépassé l'âge de 20 ans, qui auraient dû quitter les IME pour entrer dans les structures adultes et qui sont toujours dans les IME parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les structures adultes. Ouais. Évidemment, étant dans les IME, ils prennent les places de ceux qui attendent devant la porte des IME. Enfin, on se mord la queue, quoi. C'est un cercle vicieux. Voilà. On en est là. Et l'autre problème aussi important, c'est du côté des personnes qui accompagnent, des professionnels. C'est ça. Une partie ne peut pas toucher ce qu'on appelle le Ségur, c'est-à-dire une prime. C'est ça. Alors, le Ségur de la santé a vu le jour au moment de la pandémie de Covid. Vous savez que les personnels de santé ont été extrêmement sollicités pendant cette pandémie de Covid. Et le gouvernement a décidé de leur attribuer une augmentation de rémunération de l'ordre de 183 € net par mois. Donc, les personnels de santé, hôpitaux, cliniques, etc. ont perçu cette augmentation. Très bien. Puis on s'est aperçu qu'il fallait peut-être aussi le donner au personnel des EHPAD, parce qu'ils étaient dans les mêmes situations, donc les personnels des EHPAD l'ont eu, et on avait un tout petit peu oublié les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, de nos établissements. Je sais que... Donc il a fallu un peu se gendarmer pour arriver à commencer à avoir, dans une troisième vague, cette augmentation de 183 € pour certains personnels de nos établissements. Mais tous ne l'ont pas. Aujourd'hui, nous avons un tiers de nos 860 salariés, un tiers qui ne perçoivent pas le Ségur de la santé. Ce qui n'est pas très juste et ce qui pose des problèmes du coup de recrutement. Pour terminer, vous avez on peut donner un petit peu des projets en cours que vous avez pour montrer vraiment tout le travail que vous faites et mettre en valeur tout ce que vous mettez en place, notamment à Frontignan. Alors, à Frontignan, nous avons plusieurs, pas seulement à Frontignan, mais à Frontignan, nous avons inauguré, c'est tout récent, c'était en décembre 2021, ce qu'on appelle une unité élémentaire d'enseignement autiste, qui se crée en lien avec l'éducation nationale, l'ARS et la mairie de Frontignan, qui consiste à déplacer, on sort de l'institut médico-éducatif, et on va mettre dans une école primaire standard, ordinaire, une dizaine d'enfants autistes qui sont capables de suivre un peu une certaine scolarité en milieu ordinaire. Et donc, ils passent la même porte de l'école que les autres enfants, ils jouent dans la même cour de récréation, ils suivent les mêmes cours qu'eux ou à peu près, ils sont soutenus par des équipes venant de l'IME, ils mangent à la cantine avec les autres enfants, bref, c'est toujours dans le but d'avoir l'inclusion. Toujours dans le but d'être une société plus solidaire, plus inclusive. C'est ça. C'est un des exemples. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur votre association ? On va peut-être demander à vous de nous dire. C'est vrai que, vraiment, j'ai embolisé. On a échangé tous les deux, et comme on est un peu timé, forcément, on n'a pas des minutes et des minutes. Du coup, désolé. Je vais laisser parler Bernard. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis vice-président en charge de la communication. Je suis là plutôt pour communiquer et aider les responsables de l'UNAPI. Justement, pour nous aider, il faudrait nous dire comment on peut vous joindre. Voilà, à vous de... On peut nous joindre sur un site internet www.unapi34.fr et tout simplement. .org, pardon, tout simplement. Ok. Également, nous avons une visibilité auprès du grand public chaque année par une grande opération que nous menons au mois d'octobre, qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est l'opération dite brioche. Oui. Donc c'est une opération où nous vendons des brioches absolument partout, puisqu'on est présent dans les entreprises, dans les collectivités locales, dans les CCAS. C'est à quelle période que vous faites ça ? Première semaine d'octobre chaque année. D'accord. Donc c'est très vieux, ça. C'est très vieux, ça fait plus de 20 ans. Et le prix de cette brioche est toujours le même. C'est dérisoire. Il est toujours de 5 €, bien que les matières premières cette elles sont très bonnes. aient augmenté de 25%. On a tenu à maintenir ce prix qui est abordable, de façon à permettre un maximum de ventes, puisque le bénéfice de cette opération sert à améliorer en fait le quotidien de nos résidents. Bien sûr.
C'est très bien et c'était très intéressant et vraiment on peut que vous saluer pour tout ce que vous faites. Merci à tous les deux. Bravo. On est plein d'espoir parce que on a vraiment des gens qui sont très impliqués, que ce soit tous les professionnels. Les professionnels, parce que c'est extrêmement difficile, puisqu'il y a des situations qui sont souvent dures, mais il y a un dévouement formidable. Oui, on pointe du doigt des problèmes et il y a aussi plein de belles choses, voilà. Donc voilà. Je voulais le dire parce que ça me paraît important. C'est important. Dans la grisaille ambiante aujourd'hui. Oui, il y a plein de belles choses, plein de belles initiatives, notamment tout ce que vous faites sur Frontignan dernièrement. Donc, oui, et sur Montpellier, nous avons aussi sur Montpellier, voilà. des projets en cours. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir ce que vous faites. On a même des dons, puisqu'on est en train de recevoir un legs sur Castelnau-le-Lez d'une dame qui était très âgée, et qui a légué sa maison et 2000 m² de terrain au centre de Castelnau qui vont nous permettre de travailler sur un projet d'inclusion. Voilà, donc super, super. Merci à cette dame. Merci beaucoup à cette dame parce que heureusement que nous avons des gens comme ça. Généreux. Généreux. Le peuple est généreux, la plupart du peuple est généreux quand même. Hein. Et donc à toi Nathalie, tu nous reçois une charmante... J'ai invité Anne, une pianiste, Anne Svetoslavski. Elle est pianiste, elle est aujourd'hui professeure de piano, donc accompagnatrice de la classe de chant au conservatoire d'Alès et pour Opéra Junior à Montpellier. Mais elle est aussi concertiste, c'est-à-dire qu'elle joue aussi en solo. Après ses études à Nîmes puis à Lyon, elle s'installe à Montpellier. Et je vais... Donc, bienvenue Anne. Et la première question sera, à quel âge avez-vous compris que vous vouliez faire de la musique votre métier ? Question assez difficile, ça n'a pas été si évident, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai compris que je pouvais pas me passer du piano, de la musique et j'ai eu envie de continuer dedans. C'était votre premier instrument, le piano ? Oui. Et avec une famille de musiciens ? Pas de musiciens, mais de mélomanes en tout cas. Il y a toujours beaucoup de musique à la maison. Et vous aimez aussi beaucoup les voix, je crois. Oui, de plus en plus. Par ma formation d'accompagnatrice, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de chanteurs, de chanteuses et... Voilà. Du coup, j'ai l'occasion de faire beaucoup de concerts. Et la discipline est très différente quand on est accompagnateur. Déjà, j'aime pas trop le mot de accompagner, mais parce que faut être avec. Faut être avec, voilà. Merci. Parce que c'est accompagner, c'est vrai que c'est un mot. Et quand on est soliste, donc on vous entendra tout à l'heure, mais effectivement, c'est concertiste. Là, vous êtes seul devant votre piano. Et il n'y a plus, ou en trio ou en quatuor, ce partage avec les autres musiciens sur scène. C'est aussi différent. Vous avez besoin des deux, je suppose ? Oui. J'ai besoin des deux, c'est complémentaire. C'est très différent, effectivement. Seul au piano. On s'exprime seul. On s'exprime seul, on a aussi d'un côté un peu plus de liberté. Après, voilà, j'aime beaucoup être en musique de chambre avec des chanteurs, justement pour le partage sur scène, échanger, respirer avec. Oui, cette complémentarité. Oui, et voilà, vivre sur l'instant présent, quelque chose d'unique et le partager. Pas seulement avec le public, mais aussi avec les musiciens avec lesquels je suis. Et là, donc on parle de l'instant présent. Je vous ai pas fait l'affront de vous faire jouer sur un piano numérique, parce que quand on est pianiste et de votre niveau, on se doit d'avoir un piano avec eux digne de ce nom. Donc on va vous écouter et on va vous voir en même temps, puisque c'est une vidéo de votre dernier concert et dans une pièce de Rachmaninoff, et c'est le prélude opus 3 numéro 2. Alors ce compositeur, donc pianiste et chef d'orchestre russe, qui a été nationalité américaine, donc on va vous écouter. Merci.
Merci infiniment. C'est merci. Très très beau. Merci. Là, on vous voit vraiment dans votre élément avec ce beau piano et cette gestuelle. Vous caressez les notes. Et vraiment, je vous en remercie. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez ce compositeur russe? Je me suis posé la question si c'était aussi son nom par affection pour la musique russe. En fait, c'est un compositeur qui me parle tout de suite. Dès que j'écoute, que je déchiffre, je mets une partition sur le piano, je déchiffre du Rachmaninov. C'est tout de suite. C'est quelle époque? C'est ce que je connais de nom, mais c'est 19e. Non, début 20e. Il est début 20e. Il est né en 1873 et mort en 1943. Voilà, il est à cheval sur les deux. D'accord. Voilà. Mais en fait, c'est un romantique exacerbé. Et c'est une musique qui me parle tout de suite et qui me touche. C'est comme ça que je choisis souvent mes programmes et les compositeurs que j'ai envie de travailler. Oui, avec le cœur, quoi. Ça parle tout de suite. Voilà. Alors, vous êtes mariée avec 2 filles et on voudrait savoir un petit peu comment vous conciliez cette vie de famille avec cette vie professionnelle où vous êtes obligé de voyager, de vous absenter et puis votre travail aussi à domicile. Comment vous gérez la vie de maman et la vie de concertiste, un époux aussi, les commissions. Je veux juste lancer une petite boutade, ça m'a un peu amusé. Parce que tu as dit, vous êtes mariée avec 2 filles. Ah oui, j'ai cru que tu étais mariée avec 2 filles. Vous êtes mariée ça existe, la polygamie. J'ai dit, voilà. Mariée avec 2 filles. Non, mais moi, j'ai pensé à la polygamie. Donc... moi aussi, j'ai entendu ça. Ah oui, t'as enchaîné, du coup, on aurait dit mariée avec 2 filles. Alors, comment vous conciliez donc, cette vie de famille avec votre mari et vos 2 filles? Et c'est une organisation, j'essaye au maximum à la maison d'être le plus présente et le plus là avec les enfants, avec mon mari, et travailler à côté quand il y a personne à la maison mais c'est vrai que c'est une organisation, c'est pas évident. Mais c'est difficile quand on n'a pas de studio à part aussi, parce que vous êtes dans la maison avec votre piano, votre fille peut passer en courant, aller dans le jardin, repasser. Mais c'est vrai ça. Et puis maman, et puis vous reconcentrez sur votre œuvre. C'est la difficulté quand on travaille chez soi. De toute exactement. Façon, même si on a un bureau un peu. Oui. Mais c'est pour ça qu'on croit qu'on travaille pas d'ailleurs. Hein. Parce qu'on dit oui, mais toi tu fais de la musique. Si ce côté, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'essaye, s'il y a les enfants à la maison, de dire là, vous me laissez tranquille pendant tant de temps, etc. Après, c'est une histoire de concentration, et de capacité à se concentrer. Oui, à faire abstraction du reste et travailler le plus efficacement possible. Et dans vos divers programmes, c'est vous qui les confectionnez, c'est vous qui décidez, ou on peut vous les imposer également? Ça dépend, mais en général, je fais avec des amis, des gens que je connais déjà depuis longtemps, donc on les choisit souvent ensemble. Après, on peut me demander, surtout si c'est un chœur par exemple, on peut effectivement me demander pour un concert d'accompagner tel programme. Et le passage entre le travail à la maison et après sur scène, est-ce que en tant qu'artiste, vous vous sentez prête? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites ça y est, c'est bon, maintenant je l'ai dans les doigts, ou est-ce qu'on l'est jamais? On l'est jamais. On travaille au maximum pour se sentir prête, entre guillemets, on peut se sentir prête et finalement pas trop, ou on peut se dire on n'est pas prêt puis finalement on fait un très beau concert. Oui, mais c'est sûr qu'il faut travailler au maximum et après se laisser porter par le moment présent et le jour. Alors justement, nous allons vous écouter à présent dans 2 extraits de Ginastera, Alberto Evaristo, qui est un compositeur donc qui est né en 1916, donc tu vois, et qui est décédé en 1983. Voilà, un latino-américain du XXe siècle. Alors c'est une suite de danza criolas avec une danse et la coda. Nous écoutons.
Eh bien, merci infiniment. Merci, Anne. merci. Ça change de Rachmaninoff, Magnifique, bien ça sûr. change, oui, ça change. Mais alors, expliquez-nous pourquoi avez-vous choisi de nous faire entendre ces œuvres qui sont peu connues du public aujourd'hui? Je suis assez curieuse. Je cherche du nouveau répertoire. J'aime fouiller. Voilà, écouter. Souvent aussi, c'est lors de concerts que je découvre des œuvres et qui me donnent aussi l'envie de travailler ou de chercher. Il se m'a fait un petit peu penser aussi à Héctor Villa-Lobos, qui est un des plus illustres compositeurs argentins de Buenos Aires. Et alors, quels sont vos futurs concerts à venir? J'en ai avec un percussionniste, avec des chanteuses, en quatre mains aussi. Ah, très bien. Aussi en quatre mains, voilà, dans des festivals. Sur le même piano ou en tête-à-tête? Oui, pas de piano, oui, quatre mains. Non, mais on peut à quatre mains, à double piano. Oui, c'est vrai. Oui, on peut faire du deux pianos. Voilà. Alors, vous avez peut-être un site pour que l'on puisse vous suivre ou une adresse internet pour qu'on puisse... Oui, alors sur Onote Orphée, on peut me contacter, onoteorphée.com. Très bien. Et alors, nous nous sommes rencontrés lors d'un concert avec Cerise pour donc allier musique, voix, conte et mélodie. Et je voulais vous demander si cette cause vous touche particulièrement. Évidemment, j'ai envie de dire qui ça ne touche pas. Tout le monde peut être concerné un jour, malheureusement. On n'est pas à l'abri. Donc vous envisagez de refaire d'autres concerts pour Octobre Rose? Oui. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment, Anne, de votre présence et d'avoir accepté donc de venir sur ce plateau. Et nous vous souhaitons beaucoup de contrats à venir et énormément de succès. Merci à vous, beaucoup, Anne. Et aussi à remercier toutes les personnes qui sont ici sur ce plateau. Merci bien, merci à vous. L'association Une API 34. Voilà, on vous dit bonne continuation. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt.